Ma mère n'a pas baissé la voix, elle n'a pas scié, elle a simplement regardé de l'autre côté de la table et a dit « Nous avons utilisé ton compte épargne-études pour la FIV de ta sœur, sans excuse, sans hésitation. » Aurélie a souri comme s'il s'agissait d'une blague d'initié que je finirais par comprendre en grandissant, disant « Tu comprendras un jour », tandis que mon père faisait semblant de réorganiser ses couverts. J'ai senti la pièce tanguer, mais je n'ai pas pleuré, je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai posé mon verre fermement et j'ai prononcé un seul mot qui a tranché l'air net en deux, remboursement. À ce moment-là, tout dans notre famille, chaque secret, chaque mensonge a finalement éclaté. Avant de continuer, êtes-vous toujours avec moi? Je m'appelle Manon, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que notre petite banlieue pavillonnaire fonctionnait comme un bouclier, avec ses pelouses bien tondues, ses clôtures impeccables et ses voisins qui se saluent depuis leurs allées, un endroit où la famille signifiait sécurité et où les promesses duraient toujours. Mais si vous grandissez en croyant quelque chose assez longtemps, parfois vous ne remarquez pas les fissures jusqu'à ce que tout s'effondre sous vos pieds. Chez nous, les fissures commençaient toujours avec Aurélie, ma sœur de 10 ans mon aînée, l'enfant roi, la fierté de la famille dont les photos trônaient sur la cheminée et dont les trophées étaient exposés comme des pièces de musée, chaque décision dans la maison étant prise pour lui faciliter la vie. J'étais l'enfant qui remplissait l'arrière-plan de ses souvenirs, celle à qui l'on disait « Laisse ta sœur passer en premier » ou « Tu peux attendre, ma chérie, tu es jeune », et après un certain temps, j'ai appris à m'effacer avant même que quelqu'un ne le demande. Maman appelait ça l'équilibre, papa appelait ça avoir la paix, moi j'appelais ça la normalité jusqu'à ce que je sois assez vieille pour réaliser que la normalité ne devrait pas ressembler à une disparition. Au moment où j'ai obtenu mon baccalauréat, j'avais une chose qui était censée m'appartenir, mon livret d'épargne pour mes études supérieures. Mes parents en parlaient depuis des années, disant qu'ils mettaient de l'argent de côté depuis que j'étais petite pour que je puisse choisir mon école, et même quand les finances étaient serrées, ils promettaient que cet argent était sacré. Je me suis accrochée à cette promesse comme à une porte de sortie de l'ombre dans laquelle j'avais grandi, mais la vie ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. J'ai pris un poste d'assistante administrative dans un petit bureau du centre-ville, essayant d'économiser assez pour m'inscrire dans une école de commerce après une année de césure. Je marchais jusqu'à l'arrêt de tram chaque matin, mon café refroidissant dans ma main, me disant que c'était temporaire, que bientôt je serais sur un campus en train de construire quelque chose à moi. Je ne savais pas alors que l'avenir pour lequel je travaillais avait déjà disparu. Si j'avais été plus attentive, j'aurais peut-être remarqué les signes, la façon dont maman évitait de parler d'argent, la façon dont papa détournait le regard chaque fois que je mentionnais les frais d'inscription, la façon dont Aurélie se vantait de tenter une nouvelle fécondation in vitro sans jamais dire ce que ces tentatives coûtaient. Mais les familles sont étranges, les gens que vous aimez peuvent vous regarder dans les yeux pendant des années et cacher la chose même qui vous brisera. Ainsi, lorsque ma mère a finalement prononcé ces mots à table, lorsqu'elle a dit qu'ils avaient utilisé mon fonds pour la FIV d'Aurélie, le choc n'était pas qu'ils l'aient fait, mais de réaliser à quel point cela avait été facile pour eux. La nuit suivant ce dîner, je suis restée éveillée à rejouer chaque seconde, le calme avec lequel maman avait annoncé la nouvelle, le sourire répété sur le visage d'Aurélie, la façon dont papa s'était recroquevillé dans le silence comme s'il avait répété sa disparition. J'entendais la même phrase encore et encore, comme une fuite d'eau dans une pièce sombre, « Nous avons utilisé ton épargne pour la FIV de ta sœur. » Le lendemain matin, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air, peut-être que maman avait exagéré, peut-être qu'il restait un peu d'argent, peut-être qu'ils avaient mal compris à quoi servaient ces comptes. Les familles font des erreurs, c'est ce que je me suis dit en ouvrant mon application bancaire à mon bureau pendant la pause déjeuner. Mais quand l'écran s'est chargé, mon estomac s'est noué, le compte épargne était vide, zéro, pas un seul euro restant. Et il y avait autre chose, une notification que je n'avais jamais vue auparavant, une alerte de la Banque de France concernant un incident de paiement lié à un crédit à la consommation que je n'avais jamais contracté. Pendant quelques secondes, mes mains sont devenues froides, quelqu'un avait utilisé mes informations, mon nom, mes coordonnées, tranquillement, avec assurance, comme s'il supposait que je ne vérifierais pas, comme s'il croyait que je ne poserais jamais de questions. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, la trahison ou la facilité avec laquelle cela semblait s'être produit. Ce soir-là, j'ai abordé le sujet doucement, presque timidement, comme si j'essayais de ne pas réveiller un animal endormi. « Maman », ai-je dit en me tenant dans l'encadrement de la cuisine, « est-ce que toi et papa avez souscrit quelque chose à mon nom ?
Elle ne s'est même pas tournée complètement vers moi. Manon, ne recommence pas, tu en fais toute une histoire, nous avons fait ce qu'il fallait pour Aurélie. Pour Aurélie, ai-je répété en essayant de garder une voix stable. Elle traverse des épreuves difficiles, a dit maman sèchement, c'est sa chance d'être mère, les familles se soutiennent, tu comprendras un jour. C'était la même phrase qu'Aurélie avait dite, le même ton, le même sentiment de droit. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué, pas bruyamment, mais doucement, comme un fil fin trop tendu qui finit par céder. Ce n'était pas du soutien, ai-je dit, c'était mon avenir. Aurélie est entrée juste à ce moment-là, tenant une tasse de thé qu'elle ne faisait même pas semblant de boire. Oh, arrête de jouer à la victime, a-t-elle dit, tu es jeune, tu peux recommencer, certaines choses sont plus importantes que l'école. Ce n'était pas seulement les mots, c'était la façon dont elle les disait, comme si ma vie était un tiroir de rechange dans lequel elle pouvait piocher chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas un malentendu, c'était un système, un modèle, un choix qu'ils avaient fait ensemble, et si je ne faisais rien maintenant, cela ne s'arrêterait jamais. Les jours suivants m'ont donné l'impression de marcher dans le brouillard, épais, lourd, impossible à respirer. Je suis allée au travail, j'ai répondu aux courriels, j'ai assisté aux réunions, mais mon esprit revenait sans cesse à ces chiffres sur mon écran, le compte vide, le prêt que je n'avais jamais pris, la façon dont ma mère avait balayé tout ça comme si j'étais une dramaturge. Mais le brouillard a une étrange façon de se dissiper quand on arrête enfin de prétendre qu'on n'est pas perdu. Le jeudi soir, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la petite table de mon appartement et j'ai tout étalé, les économies qu'il me restait, mes fiches de paie, les relevés bancaires, chaque paiement lié au traitement d'Aurélie. Plus je cherchais, plus c'était clair, ce n'était pas du soutien, c'était de l'extraction systématique, planifiée, exécutée dans mon dos. À un moment donné, j'ai trouvé un document avec mon nom attaché à une ligne de co-emprunteur que je n'avais jamais remplie. Je l'ai fixé pendant un long moment, sentant quelque chose de froid m'envelopper la colonne vertébrale. Quelqu'un avait utilisé des informations auxquelles seule la famille aurait dû avoir accès, comme mon numéro de sécurité sociale. J'ai pensé à chaque fois que j'avais donné mon courrier à maman parce qu'elle disait qu'elle le trierait, chaque déclaration d'impôt où papa me demandait mes papiers au cas où. Soudain, mon appartement m'a semblé trop petit, comme si les murs se resserraient, alors je suis sortie dans l'air du soir, frais, calme, et j'ai marché jusqu'à ce que mes pas redeviennent réguliers. Le lendemain matin, j'ai montré la preuve du crédit frauduleux à Clara, ma meilleure amie. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Manon, ce n'est pas un accident, j'ai hoché la tête, je sais. Tu ne peux pas laisser ça continuer, a-t-elle ajouté. Je ne le ferai pas, ai-je répondu, et ce fut le pivot, le passage silencieux du choc à la clarté. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Maman était dans le salon en train de plier des serviettes, Aurélie sur le canapé en train de faire défiler son téléphone, et ils m'ont à peine reconnue quand je suis entrée, comme si j'étais une interruption plutôt qu'une fille. J'ai posé un dossier sur la table basse. Maman a levé les yeux, c'est quoi ça? La preuve, ai-je dit, de tout ce à quoi je n'ai pas consenti. Aurélie a levé les yeux au ciel, tu es dramatique. Non, ai-je dit doucement, je suis précise. Elle s'est raidie. Maman a tendu la main vers le dossier, feuilletant les papiers avec des mouvements rapides et irrités. Où as-tu eu tout ça? Mes comptes, mes relevés, mon dossier Banque de France. Pour une fois, il n'avait rien à dire. J'ai pris une respiration, stable, contrôlée. Si vous voulez parler de ça, retrouvez-moi à la clinique demain après-midi, vous tous. Aurélie a froncé les sourcils, pourquoi? Parce qu'il est temps que tout le monde entende la vérité de la part de la seule personne avec laquelle aucun de vous ne peut discuter. Je suis sortie avant qu'il ne puisse répondre, laissant la porte se refermer derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Le lendemain après-midi, le ciel était bas et gris sur la ville, un de ces jours calmes où tout semble suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Je me suis garée devant la clinique et je suis restée assise un moment, les mains posées sur le volant, regardant ma famille arriver au compte-gouttes. Aurélie est arrivée la première, sortant de sa voiture dans un manteau beige impeccable, le menton levé comme si elle se dirigeait vers une salle de conseil d'administration qu'elle possédait déjà. Marc suivait derrière elle, les yeux baissés, les épaules tendues.
Puis maman et papa sont arrivés côte à côte mais pas tout à fait ensemble, la mâchoire de maman serrée, l'expression de papa illisible. Aucun d'eux ne m'a regardé alors que nous entrions dans la salle d'attente. La réceptionniste a hoché la tête poliment. Vous êtes ici pour la consultation ? J'ai hoché la tête en retour, bien que le mot « consultation » semblait bien trop doux pour ce qui allait se passer. Nous avons été conduits dans une petite salle privée au mur blanc, avec une lampe douce et une table ronde au centre. C'était trop calme, trop propre pour le gâchis que nous apportions. Aurélie s'est affaissée sur une chaise avec un soupir agacé. « Je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes ici », a-t-elle marmonné. « Tu vas comprendre », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Ma voix était stable, presque calme, ce qui m'a surprise moi-même. Maman s'est penchée en avant. « Manon, si c'est une autre tentative pour nous faire culpabiliser. » Il ne s'agit pas de culpabilité, ai-je dit en choisissant chaque mot avec soin, il s'agit de vérité. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et le docteur Moreau est entré, une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et le genre d'autorité tranquille qui oblige les gens à se tenir un peu plus droit. Aurélie a instantanément adouci sa posture, lissant ses cheveux comme une enfant essayant d'impressionner un professeur. « Merci à tous d'être venus », a dit doucement le docteur Moreau en prenant place. Je comprends qu'il y a une certaine confusion au sujet des traitements et des décisions prises au cours de l'année passée. Confusion ? Un mot poli, trop poli. Aurélie a souri, tout en charme. Oui, ma famille semble penser qu'il y a eu une sorte de malentendu. Le médecin a joint ses mains. Eh bien, parlons ouvertement pour que nous puissions éclaircir les choses. J'ai observé le visage d'Aurélie, la suffisance subtile dans ses yeux, elle croyait vraiment que le médecin la soutiendrait. Elle ne savait pas ce que j'avais demandé lorsque j'avais appelé la clinique ce matin-là, pas de dossier privé, pas d'informations confidentielles, juste de la clarté sur les décisions qu'Aurélie elle-même avait prises, des décisions qu'elle avait insisté pour que la clinique défende. Le docteur Moreau a expiré lentement. Aurélie, quand vous êtes venue nous voir pour la première fois, nous avons discuté de la racine des problèmes de fertilité auxquels vous et Marc étiez confrontés. Aurélie s'est raidie, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Papa a bougé, Marc s'est figé. Le docteur Moreau a continué doucement, vous savez depuis votre examen initial que vos résultats étaient sains, la difficulté à concevoir ne vient pas de vous. Silence. Lourd, immédiat. Maman a cligné des yeux, quoi ? Alors pourquoi ? Parce que c'était plus facile ainsi, a dit le docteur Moreau en jetant un regard bienveillant vers Marc. Aurélie a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait que personne ne sache, elle nous a demandé de présenter le traitement comme étant son problème, pas le sien. Aurélie a bondi de sa chaise, vous violez ma vie privée. Le médecin a secoué la tête calmement. Je ne partage rien au-delà de ce que vous avez déjà reconnu devant nous lors des consultations précédentes, je clarifie simplement les choix faits, des choix qui ont affecté votre famille financièrement et émotionnellement. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs, papa s'est frotté le front comme s'il avait reçu un coup de poing. Je me suis penchée en avant, ma voix calme mais tranchante. Donc, l'argent de mes études n'était pas pour la FIV parce qu'Aurélie avait des problèmes, c'était pour protéger son orgueil. Aurélie s'est tournée vers moi. Tu ne comprends rien. Non, ai-je dit, je comprends parfaitement. Tu ne voulais pas admettre la vérité, alors tu as utilisé ce qui ne t'appartenait pas. Sa voix s'est brisée, je voulais juste une chance d'avoir une famille, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Rien, ai-je dit doucement, mais prendre mon avenir n'était pas ton droit. Maman regardait entre nous, les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, mais une culpabilité qui arrivait bien trop tard. Aurélie, comment as-tu pu nous laisser croire, a commencé maman. Vous ne m'auriez pas aidé, a claqué Aurélie, vous disiez toujours que Manon pouvait attendre, vous disiez qu'elle était jeune, vous m'avez pratiquement tendu l'argent. La bouche de maman s'est ouverte puis fermée, elle n'avait aucune défense. Marc a finalement parlé, la voix basse, Aurélie, c'est allé trop loin. Elle s'est tournée vers lui, tu n'étais pas censé dire quoi que ce soit. Il a regardé le sol et pour une fois j'ai vu l'épuisement en lui, le désespoir silencieux d'un homme qui portait une honte qui ne lui appartenait pas entièrement. Le docteur Moreau est intervenu doucement, je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit, mais les secrets deviennent plus lourds plus on les porte longtemps. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai placé le dossier sur la table, facture, traces de paiement, relevé et le crédit lié à mon nom.
Aurélie la regardait comme s'il s'agissait d'une bombe. Ceci, ai-je dit en tapotant le dossier, c'est tout ce que vous avez utilisé sans permission, tout ce que vous avez décidé qui était à vous. Je ne suis pas ici pour vous crier dessus, je suis ici pour rendre cela aux bonnes personnes. Maman avait l'air terrifiée. Manon, on va arranger ça, on va s'occuper du prêt, on va. Je sais, ai-je dit, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne le porterai plus. Papa a dégluti difficilement, nous n'avons jamais voulu te blesser. Vous n'avez pas pensé à me blesser, ai-je répondu, vous n'avez pas pensé à moi du tout. Pendant un long moment, personne n'a dit un mot, puis je me suis reculée en expirant lentement, j'ai fini d'être la fille facile à vivre, la flexible, celle qui peut attendre. À partir de maintenant, toute dette à mon nom sera traitée légalement, tout lien financier entre nous s'arrête aujourd'hui. Le visage d'Aurélie s'est tordu, c'est donc ça, tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Non, ai-je chuchoté, je pense enfin que je me suffis. La pièce semblait différente après ça, plus légère pour moi, plus lourde pour eux. Je me suis levée, rassemblant mes affaires. Merci, docteur. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman a tendu la main. Manon, attends, s'il te plaît. J'ai fait une pause, mais je ne me suis pas retournée. Vous avez pris mon avenir comme si c'était de la petite monnaie, je le reprends. Puis je suis sortie de la clinique, laissant la porte se refermer derrière moi. Dehors, l'air semblait froid et propre, comme un nouveau départ. Pour la première fois de ma vie, le silence autour de moi ne semblait pas vide, il ressemblait à la liberté. Dans les jours qui ont suivi, les retombées se sont installées lentement comme de la poussière dérivant dans une pièce après l'effondrement de quelque chose de lourd. Pas de cris, pas de confrontation dramatique, juste les conséquences silencieuses et indéniables de la vérité enfin dite à voix haute. Aurélie a appelé une fois, j'ai laissé sonner. Maman a essayé 2 fois, j'ai laissé les 2 appels aller sur messagerie. Papa a envoyé un court message, nous nous occupons du prêt. Ce n'était pas des excuses, mais c'était un aveu, et c'était suffisant. Pendant ce temps, Marc m'a contacté, non pas pour se défendre, non pas pour blâmer qui que ce soit, il a simplement écrit « Je suis désolé pour ma part dans tout cela, j'aurais dû parler plus tôt », son honnêteté m'a surprise plus que tout ce qui s'était passé dans cette salle de clinique. Aurélie et maman, d'autre part, ont été forcées de faire face au poids de leur choix. Sans mon épargne pour soutenir d'autres traitements, la pression financière s'est déplacée directement sur elles. Le vernis de contrôle qu'Aurélie portait toujours s'est fissuré, elle a arrêté de poster des photos souriantes, les mises à jour constantes sur ses nouvelles tentatives ont disparu. Maman est devenue plus calme, plus prudente avec ses mots, comme si elle avait enfin réalisé que le silence n'était pas la même chose que la sécurité. J'ai déménagé dans un petit studio sous les toits plus près du centre-ville, un endroit avec du parquet rayé et des murs fins, mais avec une lumière du soleil qui traversait le lit chaque matin. J'ai acheté un bureau bon marché, je l'ai installé près de la fenêtre et j'ai passé mes nuits à travailler sur mes dossiers d'inscription pour l'université. Pour la première fois, l'avenir que j'imaginais n'était pas lié à ce que quelqu'un d'autre me permettait d'avoir, il était à moi. Clara est passée un soir avec des plats à emporter et un grand sourire. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit en me tendant des baguettes. Je me sens plus légère, ai-je admis, et c'était vrai. La douleur était toujours là, mais elle avait changé, ce n'était plus le genre de douleur creuse et suffocante, c'était la douleur de la guérison, de la croissance. Alors que je cliquais sur envoyer, pour ma première candidature, une certitude tranquille s'est installée en moi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je n'étais plus le personnage d'arrière-plan dans ma propre famille, je me choisissais moi-même. Je pensais que la famille était quelque chose que l'on protégeait à tout prix, mais maintenant je connais la vérité, se protéger soi-même n'est pas une trahison, c'est de la survie. Le jour où je suis sortie de cette clinique, je n'ai pas seulement laissé leurs erreurs derrière moi, je suis entrée dans ma propre vie pour la première fois. Et soumettre ces candidatures, c'était mon remboursement, pas en euros, mais en dignité, en direction, en reprenant ce qui m'avait été volé.